Bonjour à tous et à toutes, je suis Sandrine Donzel de S comme c'est, le blog qui vous fait voir les problèmes un peu par l'autre bout de la lorgnette et qui essaye de vous proposer des outils qui marchent dans la vraie vie et pas seulement en théorie. Et donc, comme depuis le début de ce confinement, je vous propose une vidéo live pour vous permettre d'aborder des thèmes alors qui sont peut-être un peu plus mis en exergue pendant le confinement, mais qui peuvent être valables un peu tout le temps. Aujourd'hui, j'ai proposé un thème qui était les émotions des enfants. Alors zou, c'est parti. On va voir dans la vraie vie, avec confinement et sans confinement, comment ça se passe pour les émotions des enfants. Comme d'habitude, je vous ai préparé quelques documents. J'ai préparé quelques idées, puis j'ai préparé quelques images. Et l'idée, c'est que vous puissiez aussi me poser des questions pour qu'on puisse échanger, discuter. Bon, je vois que tout le monde me dit c'est bon, c'est parfait, bonjour, nickel, donc le live roule. Donc, comme je le disais, je vais faire une présentation. On part sur une demi-heure à peu près. Je vais vous faire quelques présentations génériques des choses qui me paraissent importantes. Et surtout, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire auxquelles je pourrais répondre. Et puis à la fin, je vous parlerai du live de la semaine prochaine et d'une surprise que je vous ai préparée qui est ici, là, et dont je suis assez contente. Alors, c'est parti pour les émotions des enfants. La première chose, pour moi, c'est celle-ci. Donc, face à une émotion, et particulièrement pour les enfants en bas âge, l'enfant ne comprend pas forcément ce qu'il se passe. L'émotion, c'est quelque chose qui lui est à la fois très familier, très courant, mais qui en même temps est quelque chose de parfois incompréhensible. Alors, je ne comprends pas ce qui se passe, juste remettez-vous 2 secondes dans la peau d'un enfant. L'enfant, il va ressentir des choses dans son corps, et j'y viendrai après, c'est le deuxième point qui est très important par rapport aux émotions chez les enfants. L'enfant, il va ressentir des choses, mais il n'a pas forcément le recul, les capacités, les connaissances pour analyser ce qu'il est en train de vivre. Oui, c'est à l'envers, mais sur le replay, je remettrai la vidéo à l'endroit. C'est parce que je filme avec mon téléphone. Alors, c'est écrit, je ne comprends pas ce qui se passe, pour ceux qui ne lisent pas à l'envers. Donc, l'enfant, il ressent des choses corporellement, il y a des choses qui se passent dans son cerveau sous le coup des émotions qui ne sont pas habituelles. Donc, l'enfant est face à une émotion, c'est particulièrement vrai avant 3 ans, mais ça peut durer plus longtemps, un peu perturbé, un peu dans l'incompréhension et parfois dans l'inquiétude du fait qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Donc, en gros, un enfant qui n'est pas habitué, et un adulte c'est la même chose, qui n'est pas habitué à faire attention un peu à ses états d'âme. Alors quand je dis faire attention à ses états d'âme, ça ne veut pas dire se regarder le nombril et analyser ce qu'on pense toute la journée, mais qui n'est pas sensibilisé à qu'est-ce que je ressens, comment ça se manifeste, qu'est-ce que ça me donne envie de faire, enfin à tout le processus émotionnel justement. Donc un enfant ou un adulte qui n'est pas habitué à ça, eh ben, il va sentir des choses bizarres dans son corps et il ne saura pas très bien comment les exprimer. Et alors, j'y reviendrai plusieurs fois pendant ce live, non seulement il ne va pas savoir comment les exprimer, mais ça peut créer de l'angoisse. Quand je reçois en accompagnement des enfants, très souvent, ils s'angoissent parce que il se passe des choses dans leur tête dont eux pensent qu'elles ne sont pas normales. Et une des manières de les rassurer, c'est simplement de leur expliquer, de leur montrer en quoi tout ça est normal, même si ça peut être un peu perturbant et un peu ennuyeux, et comment on peut faire autrement. Et le simple fait de se rendre compte que c'est normal et que ça arrive à plein d'autres personnes, souvent est extrêmement rassurant pour eux. Mais ça, on y reviendra. Donc, pour les enfants, c'est encore pire. Et alors, je pense que vis-à-vis de ce confinement, il y a plusieurs impacts possibles selon les tranches d'âge. Nous, en tant qu'adultes, déjà, ça suscite pas mal d'émotions. On en a parlé un peu dans le live de la semaine dernière, de la peur notamment, du stress, de l'inquiétude pour plus tard, éventuellement de la colère, et toutes ces émotions, de l'ennui, et parfois même nous, on n'est pas très au clair de qu'est-ce que je suis en train de vivre là. Je suis quoi? Je suis stressée, je suis triste, je m'ennuie, qu'est-ce qui se passe? Et donc, pour les enfants, c'est pareil. C'est un peu... Alors, les plus grands à qui on peut expliquer
montrer ce qui se passe, bah, ça a tendance à normaliser là aussi. Ok, le contexte est particulier, il y a des choses à l'extérieur, et du coup, ça va à peu près. Par contre, les plus petits qui ne maîtrisent pas toutes les conséquences à long terme, qui sont vraiment dans l'instant présent, ben pour eux, bah, il y a un changement, on ne fait pas comme d'habitude, les parents sont peut-être pas comme d'habitude, tiens, c'est un peu bizarre, quoi. Donc ça, c'était pour la première partie, l'enfant ne comprend pas ce qu'il vit, et du coup, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact? Alors, ça va être à l'envers, donc, ça va être l'émotion. Ça, c'est très important à comprendre, et notamment chez les enfants, elle se ressent et elle s'exprime par le corps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une émotion, un enfant va d'abord la sentir à travers des sensations corporelles, et pas tellement au travers de ses pensées, de qu'est-ce qu'il pense. Être conscient de ce que je pense, ça arrive assez tard dans le développement de l'enfant. Mais ça, c'est quelque chose que nous, quand on essaye d'accompagner les émotions des enfants, on oublie souvent, c'est que l'émotion, c'est d'abord et avant tout corporel. Donc, quand on veut mettre des mots sur les émotions, ça vaut le coup d'aller chercher qu'est-ce que tu ressens dans ton corps. C'est où, à quel endroit dans ton corps que ça se manifeste. C'est le ventre, c'est la gorge, c'est la tête, c'est les mâchoires. Et d'apprendre à le repérer, c'est un premier pas dans la compréhension du processus émotionnel. Et puis surtout, je l'ai mis ici, ça se ressent et ça s'exprime par le corps. Donc ça rejoint une publication que j'ai faite cette semaine où, quand une émotion, on n'arrive pas trop à mettre des mots dessus et à lui donner du sens et à la replacer dans à quoi elle nous sert, elle risque de s'exprimer par une agitation corporelle. Et donc vous pouvez avoir, par rapport au confinement, des enfants qui sont dans l'agitation corporelle plus que d'habitude, parce qu'on est d'accord qu'un enfant, ça s'agite. Ok, c'est fait pour ça. Donc, les enfants qui vont s'agiter plus que d'habitude, c'est pas seulement un besoin d'activité physique, c'est aussi parfois un besoin émotionnel. Alors, l'activité physique, elle va aider aussi à extérioriser un certain nombre d'émotions, mais ça ne suffit pas forcément. Et donc, il va falloir peut-être exprimer corporellement, mais aussi arriver à mettre des mots sur ce qui se passe. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que parler des émotions, ça contribue à normaliser ce qui se passe. Donc là aussi, c'est à l'envers, donc je vous lis. Parler des émotions contribue à normaliser ce qui se passe. Et parler des émotions, ça veut dire quoi? Parler des émotions en général. Donc là, on va dire pour les gens qui sont familiers avec ça, qui parlent habituellement des émotions, du stress, de ce qu'on ressent face aux événements, c'est probablement facilité. Pour les gens qui jusque-là n'en voyaient pas forcément l'intérêt, c'est un petit peu plus peut-être compliqué, nouveau, mais on peut découvrir ensemble. Comment est-ce qu'on parle des émotions avec les enfants? On ne va pas juste leur faire un cours magistral, l'émotion c'est comme ci, c'est comme ça. Donc ce qui est intéressant, c'est d'utiliser tout ce que vous avez à votre portée. Des livres, des films, les jouets, les situations de la vie quotidienne, pour attirer leur attention sur, tiens, qu'est-ce qui se passe là à ce moment-là? Qu'est-ce que tu sens dans ton corps? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Et on peut aussi, si l'enfant a du mal à parler de ce que lui, il vit ou il ressent, lui faire parler au travers des jouets, des objets, son doudou pour les plus petits s'il en a un, il ou elle, voilà. Tiens, et doudou, qu'est-ce qu'il fait là? Et comment il va? Et qu'est-ce qu'il dit? Et en déportant le sujet, vous pouvez plus facilement faire exprimer ce que l'enfant ressent. On peut aussi parler d'une manière générale. Je vous remettrai en lien dans la description de la vidéo un article que j'avais publié il y a quelques temps où une de mes amies et collègues qui est sophrologue, qui s'appelle Christine Klein, m'avait témoigné de comment sa fille parlait de ses inquiétudes pour la rentrée et de comment elle parlait des inquiétudes pour la rentrée. Donc ce sera assez utile dans cette période, même si ce n'est pas exactement le même contexte. Donc on peut vraiment utiliser tous ces moyens détournés pour faire parler les enfants de leurs émotions. Et puis,
Il y a souvent une question qui m'est posée, c'est oui, mais comment est-ce que moi je dois me montrer genre hyper rassurant, genre tout va bien, je maîtrise la situation? Ma réponse, elle est clairement pas du tout. Donc ici, c'est quoi? Rassurer, ce n'est pas faire comme si tout allait bien. Vous ne pourrez pas tromper vos enfants. Ils sentent quand ça ne va pas et leur dire que vous aussi vous êtes stressé, ça contribue à normaliser l'émotion qu'ils ressentent. Donc vous pouvez dire moi aussi je suis stressée, moi aussi je suis inquiet, moi non plus je ne sais pas être très bien comment on va faire, mais je vous rappelle, on se sort de l'émotion, un, en étant dans l'action, et je l'ai dit dans les précédents lives, et deux, en étant en lien avec les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut dire bah moi aussi je suis stressée, mais on va se serrer les coudes et on va faire en sorte que pour toi et moi, tout aille bien, tout se passe bien. Et donc c'est pas se montrer effondré par l'émotion, mais se montrer dans l'empathie et partager ses propres ressentis. C'est souvent extrêmement rassurant pour les enfants à deux points de vue. Le premier point de vue, c'est que ça normalise ce qu'ils ressentent. Et le deuxième point, le deuxième niveau pour lequel ça les rassure, c'est que quand on leur cache des choses, ils sentent qu'il y a un truc pas net, qu'il y a un truc qui est un peu caché, et ça laisse de la place au fantasme, c'est-à-dire à imaginer des trucs, peut-être que c'est encore pire, puisqu'on me cache des choses, peut-être que c'est encore pire que ce que je croyais. Donc, l'honnêteté, pas je suis effondrée, c'est horrible, mon Dieu, on va jamais s'en sortir, mais moi aussi je suis stressée, moi aussi je suis inquiète ou inquiet, et de partager, tiens, comment ça fait pour toi, et tout ça, ça peut être extrêmement rassurant pour les enfants. Je ne sais plus ce que je voulais ajouter par rapport à ça, mais je pense que j'ai fait à peu près le tour. Il est 10h15, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser par rapport à ça. Sur peut-être comment vos enfants, à vous, expriment ou pas leurs émotions. Si vous avez des inquiétudes par rapport aux enfants que vous avez actuellement et si vous avez envie de me demander peut-être des pistes ou des choses plus concrètes sur la manière dont on peut réguler tout ça. Donc je vous rappelle juste les points clés en attendant de voir apparaître vos multiples questions. Le premier point clé, c'est pour les enfants, le processus émotionnel, c'est souvent un peu mystérieux, ils ne comprennent pas très bien ce qui se passe. Et c'est pour ça que leur dire ce qui se passe, ça peut être intéressant. Le deuxième point, c'est l'émotion, ça se ressent et ça s'exprime par le corps. Donc quand un enfant montre de l'agitation ou au contraire du retrait, bah, ça peut valoir le coup d'aller explorer ce qu'il vit au niveau émotionnel. C'est pas juste un problème d'éducation ou d'autorité ou de tout ce que vous voulez. Parler des émotions, ça contribue à normaliser ce qu'ils vivent. Donc en parler au quotidien sans non plus faire un focus de « ah, il faut absolument exprimer ». Mais on lit un livre, tiens, le personnage, à ton avis, qu'est-ce qu'il se dit, qu'est-ce qu'il vit, est-ce qu'il est triste, est-ce qu'il est en colère et on peut explorer tout ça. Et puis, rassurer, c'est pas faire comme si tout allait bien, donc de pouvoir partager aussi ses propres ressentis, pas dans l'effondrement, mais dans, bah voilà, moi aussi, je ressens du stress qui contribue à normaliser et ce qui contribue à montrer aux enfants qu'on leur fait confiance. Il y a une chose aussi très importante, avant que je vous parle de ma surprise, il y a une chose très importante, c'est que par rapport aux émotions, les enfants peuvent donner l'impression d'aller bien. Ils sont là, ils jouent, ils s'amusent et tout ça. Mais il est possible que quand même ça travaille. Et de ce point de vue-là, c'est du coup intéressant de quand même partager sur ce qu'on vit, sur ce qu'on ressent. Pourquoi? Parce que justement, ça leur permet peut-être de mettre des mots et de se sentir rassuré, même s'ils ne l'expriment pas très ouvertement. Le risque, si on ne le fait pas à ce stade-là, c'est qu'au moment du déconfinement, eh bien, c'est à ce moment-là que ça va un peu nous exploser à la figure. Donc, restez attentifs à ce que les enfants peuvent exprimer. C'est un bon outil pour se prémunir des risques futurs. Alors, en attendant vos questions, je vous présente
mon dernier bébé que j'ai écrit là pendant ces premières semaines du confinement. Ça fait longtemps que je l'avais en tête. Alors il est à l'envers évidemment la vidéo sur Facebook, mais en replay il sera à l'endroit. C'est le guide des émotions. Alors qu'est-ce que c'est le guide des émotions? En fait, c'est un guide dans lequel j'ai expliqué un peu, alors c'est pas spécifique aux enfants, hein, mais j'explique le processus émotionnel, comment ça marche, hein, en quelques pages, de façon assez succincte. Je donne des clés sur comment, alors je ne l'ai pas agrafé parce que quelqu'un a marché sur mon agrafeuse. Donc sur un outil pour pouvoir observer, prendre du recul sur ses émotions, ça s'adresse plutôt à des adultes. Et ensuite, j'ai travaillé sur 8 émotions de base: la surprise, la joie, le dégoût, la culpabilité, la peur, la honte, la tristesse, la colère. Et sur ces 8 émotions de base, j'ai fait un décryptage comme ceci, où je parle de l'émotion, qu'est-ce qui la déclenche, quel message elle a apporté, des informations complémentaires, comment ça se manifeste quand c'est une émotion secondaire, et puis des clés, des exercices pour surmonter ces émotions. Donc, vous pouvez le trouver, j'ai mis le lien dans la description de la vidéo. Alors je regarde parce qu'il y a un commentaire, une question. Donc Nathalie me dit, les émotions c'est pas forcément lié au confinement, parfois des enfants n'explosent pas dans la colère mais contiennent, serrent les dents pour gérer une situation, comment agir? Tout à fait Nathalie. Donc c'est la manière dont l'enfant va exprimer ses émotions. Alors en fait ce qui se passe, je l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, le confinement il va agir comme une espèce de loupe. Alors soit pour aggraver des tendances que l'enfant avait déjà avant, soit pour les modifier complètement. Donc, dans tous les cas, s'il y a un changement de comportement, ça vaut le coup de le repérer. Quand les enfants contiennent, très souvent, derrière, il y a soit de la honte, c'est-à-dire ça ne se fait pas de montrer que ça ne va pas, soit une forme de culpabilité de je ne veux pas rajouter des problèmes à mes parents qui en ont déjà suffisamment. D'accord? Et donc, si c'est de la honte, le fait de partager vos émotions, de dire comment vous vous sentez et en famille, de pouvoir proposer des choses de ce côté-là, de comment on se partage ce qu'on ressent, comment on se serre les coudes, mais on a le droit de dire purée là j'en peux plus et je suis vraiment stressée, j'ai juste besoin qu'on me fasse un câlin, ça va aider les enfants qui sont un peu dans la retenue, qui serrent les dents parce qu'ils pensent que ça ne se fait pas. Pour ceux et celles qui ont peur d'inquiéter leurs parents, c'est là aussi où vous pouvez, comment je pourrais dire ça, partager certes vos inquiétudes, mais attention à la manière dont vous l'exprimez. Certains enfants ressentent que, en fait, on attend d'eux qu'ils fassent quelque chose pour nous éviter de ressentir. Alors c'est vrai en partie pour les plus grands, c'est vrai que les ados, moi je leur ai dit, bah moi j'attends de vous que vous soyez un peu plus responsables, que vous fassiez un peu plus participer aux tâches ménagères, etc. Simplement du fait qu'il y en a plus, vu qu'on est là tout le temps. Mais l'idée c'est pas de leur faire porter le poids de nos émotions. Donc là aussi, le fait de pouvoir s'autoriser à exprimer et de s'autoriser aussi à dire voilà comment moi je gère telle ou telle situation, et de partager ça en famille, ça peut être aidant pour eux, pour normaliser. Alors c'était pas, c'est un peu dans cette idée-là. Je me souviens d'une vidéo d'une entrepreneuse américaine que j'avais trouvée géniale, et elle disait, donc c'est une personne qui a monté une entreprise qui arrivait vraiment au top niveau, et elle disait, quand j'étais petite, mon père, le soir à table, il ne nous demandait pas ce qu'on avait bien fait, enfin il nous demandait aussi ce qu'on avait bien fait, mais il nous demandait surtout qu'est-ce qu'on a raté dans la journée, qu'est-ce qui a été difficile et qu'on n'a pas très bien vécu. Et c'était un peu systématisé parce que lui, il valorisait ça comme étant super, t'as appris quelque chose. Donc là, bon, c'est un peu moralisateur de dire vous devez forcément apprendre quelque chose de cette situation, mais d'inciter à montrer que tout le monde peut partager et que ça fait du bien d'en parler, je pense que c'est un des meilleurs outils pour les enfants qui se contiennent. Leur parler aussi, pour les enfants qui se contiennent, du processus émotionnel, de comment ça fonctionne et de comment on gère,
d'une manière générale, sans spécifiquement faire référence à eux, ça peut aussi les aider. Parce que souvent, ils se contiennent là aussi en pensant que c'est pas normal. Donc voilà, Nathalie, je ne sais pas si ça répond à votre question. J'attends de voir s'il y en a d'autres. En attendant, je vous rappelle que évidemment, vous pouvez faire un don sur Tipeee. Alors vous pouvez surtout, là aujourd'hui, il faut dire, aller voir le guide des émotions. J'ai bien bossé là, je suis contente de vous le proposer. Mais vous pouvez évidemment partager la vidéo, liker, donner des avis sur Facebook, sur Google et partout où vous voulez, sur Est comme c'est, parce que du coup ça contribue à faire connaître mon travail. En attendant de voir s'il y a d'autres questions, le live, je ferai un live la semaine prochaine avec mon fils, puisque visiblement cette proposition a remporté beaucoup de suffrages. Le thème, je ne sais pas encore lequel nous choisirons. Je verrai avec lui. Je sais que vous avez été beaucoup à vouloir que nous parlions ensemble de la bienveillance, du respect mutuel, de l'équilibre entre l'autonomie, pas l'autonomie. Donc ça, c'est pas forcément spécial confinement. Mais je pense que je vous le proposerai pour le live de la semaine prochaine, on sera tous les deux. Alors, Marie, si, il y a encore une question. Alors, je mets les doigts sur la caméra parce que je suis sur mon téléphone et qu'il faut que j'appuie ici pour voir votre question. Pardon, ça se fait pas. Hop. Marie, je ne sais pas si c'est lié au confinement, mais ma fille, 20 mois, râle régulièrement pour beaucoup de choses. Je suis en principe calme et bienveillante, mais là, je craque. Que faire? Alors, 20 mois, je pense que c'est un âge, évidemment, oui, je ne suis pas sûre que ce soit spécifiquement lié au confinement. Et quand les enfants râlent, c'est vrai que c'est assez agaçant, surtout quand nous, on aurait aussi des motifs de râler et que, comment dire, ça nous rajoute une charge supplémentaire. Ce qui m'intéresserait, c'est elle râle, c'est-à-dire elle fait quoi? Elle dit non, elle grognonne, elle crie, comment ça se manifeste, hein, parce que la manière de l'aborder peut être différente. Et puis aussi, ce qui m'intéresse, c'est vous, Marie, comment vous vous sentez par rapport à ça, c'est-à-dire en gros, dans quelle mesure vous vous sentez obligée d'intervenir, de réagir, de l'aider à apaiser éventuellement sa frustration. Oui, mais agaçant, je vois que vous répondez c'est très agaçant, bien sûr que c'est très agaçant, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce agaçant? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a, il faut que je fasse quelque chose pour apaiser ou pas? Pourquoi je vous pose cette question? Souvent, les râleries, alors c'est vrai que d'une manière générale, c'est agaçant, et d'autant plus agaçant quand on est confiné, mais du coup, il y a aussi quelque chose de l'ordre de... La râlerie, c'est un peu une forme d'appel à l'aide, c'est-à-dire, enfin je vois mon fils, je l'entends pester, ça veut un peu dire maman, viens, enfin que quelqu'un vienne m'aider. C'est un appel à l'aide très maladroit. Et souvent, ce qui nous agace, c'est plus de se dire ça m'interrompt dans ce que je suis en train de faire, je suis obligée de consacrer de l'attention et un peu contraint forcé. C'est-à-dire, c'est pas une demande, tiens maman, tu peux m'aider, enfin même s'il y a 20 mois, elle va pas forcément le dire comme ça. Mais donc, vous pouvez faire plusieurs choses. La première, c'est d'abord observer si ces râleries, c'est un appel à l'aide ou c'est juste une manifestation de mauvaise humeur et puis ça passe à autre chose. Est-ce que ces râleries... Donc je lis la réponse de Marie, moi j'ai besoin de calme aussi, donc que faire pour qu'elle soit bien et que du coup moi aussi. Alors pour qu'elle soit bien, alors je reviens parce que c'est le pour qu'elle soit bien qui m'ennuie. Donc quand un enfant râle, ou un adulte, hein, donc plusieurs choses. Est-ce que c'est juste, il a besoin d'extérioriser, il n'est pas en train de demander à l'aide, et donc dans ce cas-là, il faut juste faire abstraction. Éventuellement avec les plus grands, on peut leur dire que c'est un peu saoulant d'exprimer sa frustration de cette manière-là. Mais à 20 mois, c'est un peu plus compliqué. Mais dans ce cas-là, on n'a pas à intervenir. Ça, c'est la première chose. Est-ce que c'est... Donc ça, c'est dans le cas où c'est juste une expression de mauvaise humeur. Et on ne peut pas faire du terrorisme moral en demandant à tout le monde de ne jamais exprimer de mauvaise humeur. J'appelle ça du terrorisme moral. Appelez ça comme vous voulez. Mais la deuxième chose, c'est est-ce que c'est un appel à l'aide? Et dans ce cas-là,
vous pouvez tout simplement lui dire, quand tu as besoin de moi, voilà ce que tu peux dire, voilà ce que tu peux faire, mais ça va prendre un peu de temps. Et la troisième chose, c'est que vous ne pouvez pas faire en sorte qu'elle soit bien, et c'est pas parce qu'elle râle qu'elle est mal. Ça, c'est vachement important, parce que sinon, on rend les enfants souvent de plus en plus sensibles à la frustration en intervenant systématiquement quand ils râlent ou quand ils sont frustrés. Je m'explique. L'enfant ressent un truc pas sympa et sa manière de l'exprimer, parce qu'il a 20 mois et qu'il ne sait pas comment faire autrement, c'est de râler. Voilà. Et nous, on se dit, il faut que je fasse en sorte que ce soit bien. Mais c'est quoi être bien? Si être bien, c'est répondre à la demande, vous avez deux risques. Un, vous renforcez le fait que pour obtenir quelque chose, il vaut mieux râler. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'en vous mettant en mouvement pour apaiser l'émotion désagréable, en fait, vous faites passer le message que cette émotion désagréable pourrait disparaître. Donc, vous rendez l'enfant plus susceptible d'être attentif à sa frustration parce qu'il a reçu le message, il faut que ça disparaisse. Et du coup, ça aggrave le problème. Alors, Marie me précise, je vais y arriver à afficher la suite de votre message. Ce n'est pas dû à l'aide, c'est on met les chaussons, elle dit non, je pars, elle râle, en fait elle veut les chaussons. Oui, donc vous avez un enfant de 20 mois, bravo Marie, pardon, ça vous rassure pas de dire ça. Vous pouvez lui laisser le temps. En fait, un enfant de 20 mois, il est en train d'expérimenter ce que ça fait d'être un peu autonome, parce qu'il ne marche pas depuis si longtemps que ça, donc il commence à expérimenter tout ça. Et donc, voilà, Ezia dit, je lui demande de choisir entre deux choses. Effectivement, vous pouvez juste lui demander de choisir entre, si vous en avez deux paires, les chaussons bleus et les chaussons rouges, je dis n'importe quoi. Vous pouvez aussi, quand elle dit non, simplement dire « Ok, dès que tu te sentiras prête, tu reviens me voir, si vous avez le temps, par exemple. » Parce que à 20 mois, ce comportement est très courant et très habituel. Donc Mélusine précise, à 20 mois, son ballon émotionnel est toujours presque rempli par celui d'un adulte. Oui, effectivement. Et puis, du coup, l'enfant, à 20 mois, tu veux du jus de pomme ou du jus d'orange, ma chérie? Ça veut du jus de pomme. Alors, c'est un enfant de 20 mois qui parle bien. Vous lui servez le jus de pomme et il éclate en pleurs parce qu'il voulait du jus d'orange, d'accord? Donc, voilà, ça c'est classique, typique. Donc, juste, oh oui, ben, le non, tu veux mettre tes chaussons? Non. Ça veut juste dire, ok, ça t'embête ce que je te demande. Tu veux le faire tout de suite ou on attend un petit peu? Tu veux le faire toute seule ou bien c'est maman qui fait? Et donc, n'accordez pas trop d'importance au non. C'est pas forcément une râlerie, c'est juste une manière. Je crois qu'Isabelle Filosa dit, plus l'enfant peut dire je, moins il dira non. Donc c'est juste une manière de dire, j'ai envie un petit peu de décider des choses. Donc plus vous allez lui proposer des choix, mieux ça va fonctionner. Bon, eh bien il est déjà 10h31. Je crois que je vais vous donner rendez-vous à la semaine prochaine. J'attends quand même quelques minutes avant de voir, enfin quelques secondes avant de voir si vous avez d'autres questions. Marie, dites-moi si ça a répondu. Vous pouvez trouver des super pistes dans les livres de Faber et Maslich si vous ne les avez pas déjà lus. Sur tout ce qui est susciter la coopération. Le chapitre susciter la coopération, il y a des outils vraiment géniaux. Je vous mettrai le lien vers le bouquin dans la description de la vidéo. Et le parler pour que les tout petits écoutent, il est sympa aussi par rapport aux émotions. J'en avais déjà parlé la semaine dernière. Même quand on fait des propositions, elle ne veut ni l'un ni l'autre. Alors, quand on attend, pardon, elle va faire autre chose, elle crie, elle pleure. Il y a un choix que vous pouvez lui proposer, c'est-à-dire tu peux être en colère en mettant tes chaussons. Tu préfères être en colère en mettant tes chaussons ou être en colère en allant prendre le petit déjeuner? Enfin voilà, selon le truc. Parce que du coup, ça va normaliser le fait que elle est frustrée, elle a le droit d'être frustrée, mais la frustration, la colère, la tristesse, l'agacement, ça n'empêche pas de mener sa vie normalement, entre guillemets. Donc ça c'est intéressant. Et alors je vois que vous mettez quand on attend et on va faire autre chose, elle crie, elle pleure. Ben c'est pas grave, elle crie, elle pleure. Et vous pouvez simplement lui dire, oui, t'es vraiment pas contente, tu voulais vraiment faire comme toi tu voulais, mais dès que ça ira mieux, tu pourras venir me rejoindre.
et de ne pas non plus trop se focaliser sur cette émotion. C'est pas un symptôme de mal-être ou de malaise, c'est juste l'expression de sa frustration qui peut, comme je le disais, prendre des proportions corporelles importantes. Ça se vit et ça s'exprime dans le corps, et chez un enfant de 2 ans, ça peut être comme ça, mais c'est pas parce que l'expression physique est intense que le ressenti l'est, et que c'est grave. Alors un autre bouquin. Oui, c'est vous que ça agace. Si ça agace, bah justement, dites, bah ok, tu vas pleurer et crier. Alors, il y a un truc hyper important, c'est que ça, il faut que je fasse une vidéo, un article sur le sujet. Je trouve que nous, les parents, et je me mets dedans, souvent, en fait, nos agacements, les comportements de nos enfants, tout ça est extrêmement prévisible. Mais on ne le prévoit pas. On fait genre, tout va bien se passer. Oui, Marie, c'est votre ballon à vous qui se remplit et qui explose. Mais qu'est-ce qui fait qu'il se remplit? Très souvent, dans ces situations-là, ce que j'observe en accompagnement, c'est que ce qui fait que le ballon se remplit, un des paramètres, c'est quoi? C'est, allez, cette fois-ci, elle ne va pas le faire. Mais l'usine dit, Marie, ne restez pas dans la même pièce. Tout à fait. Mais attends, je vous invite à faire ce petit travail préparatoire. Je vais vous raconter une situation d'accompagnement. Donc c'est une maman qui vient me voir et qui me dit, voilà, j'explose sur mes enfants régulièrement, presque tous les jours, et c'est juste affreux et tout ça. Et du coup, je lui dis, donc comment ça se passe? Ah ben voilà, elles font un truc que j'avais pas prévu, elles font entre guillemets une bêtise, elles renversent un truc, elles mettent de l'eau partout dans la salle de bain. Donc elle avait deux enfants de 2 et 4 ans, si je me souviens bien. Et moi j'arrive et je lui dis, et comment est-ce que vous réagissez après coup, pas juste sur le moment? Ah bah j'essaye de prendre sur moi, je me dis allez, il faut que je reste calme. Ok, c'est une bonne résolution, mais ça ne tient pas. Et donc, le soir vous allez vous coucher, et quand vous vous levez le matin, qu'est-ce que vous vous dites dans votre tête? Elle me dit, ah bah je me dis, allez, cette fois-ci ça va bien se passer. Donc il y a une espèce de croyance magique que dans la nuit, vous êtes devenue infiniment patiente et vos enfants sont devenus infiniment sages. Mais ça n'arrive pas dans la vraie vie. Pardon de dire que ça n'arrive pas comme ça dans la vraie vie. Il n'y a pas de baguette magique, même si j'en ai une quelque part sur mon bureau. Il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de miracle. Vous êtes qui vous êtes et vos enfants sont qui ils sont et il va falloir faire avec. Et donc ce que j'avais demandé à cette maman, c'est simplement de se préparer, un peu de se désensibiliser. Et je lui avais dit, le matin, avant de vous lever, vous prenez 5-10 minutes pour imaginer tout ce que vos enfants vont faire dans la journée qui va vous faire péter un câble. Tout est prévisible, vous savez pertinemment ce qui va vous énerver. Et si vous êtes dans l'attitude de « Allez, cette fois-ci, ça m'énerve pas, ça m'énerve pas, ça m'énerve pas », vous allez vous énerver immanquablement. Donc j'avais demandé à cette maman de faire ce travail extrêmement pessimiste. Alors c'est pas de la pensée positive, c'est pas de la méthode Coué, c'est tout l'inverse. Mais du coup elle a fait ça, elle trouvait ça un peu bizarre, mais les gens, je les admire parce que je leur dis de faire des trucs bizarres et ils les font. Et donc elle avait fait ça, et elle revient au rendez-vous suivant, 15 jours après, et elle me dit, oh là là, c'est très surprenant, parce que du coup, elle me raconte la première matinée, enfin elle avait fait ça pendant 2-3 jours, et une matinée elle me dit, en fait, je suis partie faire des courses, je suis revenue, les enfants n'étaient pas changés, le papa s'en était pas occupé alors qu'on devait partir, c'était hors confinement, hein. Et puis après elles ont fait ci, elles ont fait ça, et à un moment donné, elles avaient fait un truc, je sais plus ce que c'était, les 2 gamines, et la maman me dit, et ça m'a pas du tout énervée, je me suis dit, parce qu'à chaque fois que se produisait un truc, elle se disait, ah bah tiens oui, ça j'avais prévu, je savais que ça allait arriver, et elle s'était préparée aussi à comment je vais le vivre, et qu'est-ce que je vais faire à ce moment-là, qu'est-ce que je vais dire, donc elle n'était pas prise au dépourvu par quelque chose d'extrêmement prévisible. Bref. Et arrive un moment où les enfants font un truc qu'elle n'avait pas prévu, et elle me dit, il s'est passé un truc très bizarre, je me suis dit, ah tiens, j'avais pas prévu celle-là. Donc vous voyez que ça change complètement la perspective. Donc Marie, je vous invite à bien réfléchir à votre attitude d'anticipation par rapport aux râleries de votre enfant. Bon, Mélusine nous rajoute la répétition du phénomène de 12 ans pour les devoirs. Exactement. Et donc ça vaut le coup avec une enfant de 12 ans de peut-être en parler avant pour anticiper à 2, prévoir à 2.
Moi, j'avais mis en place le mot de passe avec mon fils quand il avait 6-7 ans, le crocodile. Je le mettrai aussi en lien dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Voilà, bon, 10h38, je pense qu'on va rester là pour aujourd'hui. Marie, n'hésitez pas si vous avez des questions complémentaires, vous pouvez me les envoyer aussi par message sur la messagerie de la page Facebook ou en commentaire de la vidéo et puis j'y répondrai soit par écrit, soit dans une autre vidéo. J'ai oublié un truc, donc je vous rappelle les 3 informations importantes. La première, le guide des émotions, vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. La deuxième, c'est le live de la semaine prochaine que je ferai avec mon fils. Il va vous partager un peu son point de vue d'enfant, d'ado sur un certain nombre de choses. Ça c'est la deuxième, samedi prochain à 10h. La troisième c'est quoi? C'est que du coup je me suis dit, allez je tente ma chance avec un groupe de partage, d'échange qui sera lié à la page. Je vais aller le créer tout de suite. Il n'est pas encore créé, donc vous pourrez venir vous inscrire pour participer au groupe. Donc évidemment, c'est libre d'accès et l'idée, ça sera d'échanger et de partager entre parents. Voilà. Oui, Mélusine se souvient du croco. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux articles. N'hésitez pas à partager, à liker la vidéo, à vous abonner à la newsletter si ça vous tente pour être sûr de ne rien rater. Et puis je vous dis à la semaine prochaine.